Laissez tout ça et allez vous abriter. Il faut vous mettre à l'abri, venez. On n'a plus le temps. La tornade arrive. La tornade est là. Allez vous abriter. Pour les abris, s'il vous plaît. Pour conduire tout le monde dans le cinéma. Vite, tout le monde à l'intérieur. Tony, Ouais. t'as vu ça? Il se passe la même chose dans le film. Ah, t'inquiète, c'est de la merde ce film. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'important. C'est quand t'as dit il est 9h, c'est ça? C'est ça qui est important? C'est vrai, remarque, 9h c'est assez important comme horaire, parce que c'est l'heure d'aller dormir. Remarque, une fois, je me souviens, il était couché vers minuit 10. Pourtant, moi j'étais fatigué après. Oh, j'y passerai des jours, des nuits, des mois s'il le faut. Ah non, de Dieu de bordel de merde. Oh, tu m'en dingue. Tu m'en fous. Oh, je suis fou. Oh, Tolstoy. Oh, ton cul. C'est mon génie. J'ai pas trouvé de sous-sol de l'autre côté. Il y en a pas non plus par ici. Cette salle de cinéma va pas résister à ce qui nous tombe dessus. Bonjour et bienvenue, vous écoutez Le Cinéma est mort, l'émission nécrophile de Canal B avec bien sûr le docteur Moreau. Bonjour Antonin. Salut les kids. Et bonjour à vous pour cette nouvelle saison du Cinéma est mort, la 18 ou la 19e. On n'est pas sûr. Mais on va dire la 19e parce que c'est plus haut que 18 et plus haut c'est mieux. Voilà, on est quand même pas trop mal. Et pour cette rentrée, on va faire sérieux, un petit peu comme sur France Inter ou toutes les radios où ils sont sérieux, parce qu'il faut pas déconner. On a décidé de se remettre en jambe un petit peu, plutôt que de parler d'un film ou deux films. On a peu près une douzaine de films dont on voudrait causer. On a vu des choses cet été, on a rattrapé notre retard, et puis il y a eu plein de choses pas forcément très intéressantes, mais on les a vues et on va rentabiliser notre temps en fait, parce que quand tu passes 2 heures devant un film de merde, et moi je me dis oh putain j'ai perdu 2 heures de ma vie quand même devant Longlegs, on va quand même le mentionner et en parler un petit peu, et du coup on va pas perdre de temps. Si tu le veux bien. Ouais, carrément. On a J'avais prévu un truc à rajouter, mais c'était pas intéressant. Ah, mais vas-y. Non, je rajoute pas. On avait prévu de démarrer plutôt par le Blockbusters. Et c'est vrai que l'idée était pas bête de ta part, quand même. Surtout que ça me touche, puisque le film dont on va causer, dont on vient d'entendre des extraits d'ailleurs, Twisters, me ramène, moi, à mon adolescence. On avait dit qu'on faisait court sur les films. Et Twister de Yann de Bont, qui avait fait Speed, quand même, qui est pas n'importe qui, le plus grand chef-op de l'histoire du cinéma, quasiment. Est-ce que tu vas dire dans quel cinéma tu l'as vu, dans le 5-6? C'était à la Garenne, à Vannes. Voilà. Twister, moi c'était génial, ça représentait justement le blockbuster, et puis tu vois, il y a une année il y a Independence Day, des Twister, trucs comme ça. Twister, j'avais pris mon pied et je l'ai revu et je trouve ça toujours très très bien Twister en fait, avec Bill Paxton qui assure comme toujours, et puis il y a même toujours un discours, c'est à la même époque à peu près que Jurassic Park, sur la comptation, enfin comment gérer le numérique en fait quoi. Et par exemple dans Twisters, le grand truc et qu'ils essaient de reproduire dans la suite remake, t'as un objet numérique, la tornade, qui est faite pour le film, et t'as une équipe de scientifiques qui va essayer justement de comprendre comment elle fonctionne, et via justement des petits appareils qui vont numériser, qui vont la modéliser, numériquement. Voilà. Et Yann de Bont, il arrivait à tourner ça de façon suffisamment ingénieuse pour que ça reste un grand spectacle de film catastrophe, et en même temps, toutes ces petites notions là, comme dans Jurassic Park, elles étaient présentes. Et dans le Twisters, qui vient de sortir, et d'un réalisateur dont j'ai encore oublié le nom. Lisa Chung. Merci Antonin. Essaye de reproduire grosso modo la même chose. Et toi, tu as bien aimé. Bah moi, disons que après j'étais pas allé au cinéma depuis quelques temps. D'ailleurs non, je l'ai même pas vu au cinéma parce que je l'ai vu à Los Angeles. Mais en fait non, je n'avais pas vu de film depuis un certain temps. Puis j'ai vu ça à Los Angeles et oui, j'ai pris du plaisir.
Après, ceci dit, moi, j'ai pas vu le premier. Parce que la presse était pas très très bonne. Et puis moi, j'avais dû avoir 16 ans quand c'est sorti. Puis j'étais très jamais vu le premier Twister ? Non, j'ai jamais vu le premier Twister. T'as pas vu tout Yann de Bont ? Alors non, en fait, je pense que je l'ai vu parce qu'en fait, je l'ai vu, mais j'en ai aucun souvenir parce que je l'ai vu, ce que je me rappelle très bien de la vache dans la tornade. Et c'est un truc qui m'avait fait beaucoup rire. Mais voilà, sinon, je me rappelle pas du tout du film. Et en fait, c'est juste le film, je l'ai trouvé, ça m'a étonné parce que bon, les blockbusters américains, moi, j'ai un petit peu lâché l'affaire sur un certain point, voire un très gros point, c'est-à-dire que voilà, j'en vois plus beaucoup, et parce que les dernières fois où je les ai vus, je me dis mais c'est très très mal écrit, il y a aucun arc narratif pour les personnages, c'est mis en scène, on dirait de la bouillie. Et sur Twisters, j'étais plutôt agréablement surpris sur le fait que, alors ça pète pas haut, hein, ça vole pas très très haut, c'est que mais en tout cas voilà, les personnages sont écrits peut-être très sommairement, l'histoire d'amour elle est écrite peut-être très sommairement, mais elle est écrite. Les différents arcs narratifs sont relativement respectés, on va dire. Ce qui fait que moi j'ai regardé ça sans trop de déplaisir. Après, ceci dit, tu lui mets la moyenne, quoi. Et c'est carrément un film de 5 sur 10 sur Sens Critique. Là, carrément, on est vraiment là-dessus. Mais parce que mais moi ça m'a satisfait sur le moment où je l'ai vu. Et en fait, il y a aussi un degré de fascination un peu sur ces personnes, enfin les acteurs qui sont là-dedans. Glenn Powell, je sais pas si je l'aime ou si je le déteste. Tu vas au McDonald's et on n'a pas craché dans ton steak, quoi. Carrément. Mais il y a aussi un truc un petit peu étrange qui fait que voilà, moi ce film-là où je viens pour moi ce qu'on me vend, c'est un film catastrophe, mais effectivement les scènes de film catastrophe, ça marche pas terrible, non, c'est pas très c'est pas ouf, à et c'est pas très fun, quoi. C'est en tout cas, il y a pas ce côté un petit peu blockbuster pété du casque. Ça se veut plutôt réaliste, alors que évidemment ça ne l'est pas du tout. Il y a aucune folie sans justement. Non, être, pas du tout. Donc ça table plutôt sur le côté histoire d'amour humain et tout ça. Et bizarrement, en tout cas, j'ai été plutôt conquis par ça. Mais effectivement, après pour toute la dimension un petit peu théorique ou métatextuelle que ça peut avoir sur la modélisation des effets spéciaux entre l'instinctive et puis celui qui est plutôt dans le matériel technologique, évidemment ça va pas très loin. On continue, on va pas s'attarder avec une autre suite ou fausse suite, Vice Versa 2. Je me permets de faire le programme parce qu'on improvise un petit peu. Des studios Pixar, j'ai encore une fois oublié le nom du réalisateur. J'ai noté de toute façon que sur les 12 films, que 3 noms de réalisateurs, donc ça va être Vice Versa 2, en sachant que moi le premier Vice Versa, Inside Out, c'est sans doute un de mes Pixar préférés, peut-être mon préféré de Pixar. Donc c'est vrai qu'on avait beaucoup d'émotions, beaucoup d'émotions devant Inside Out, et là j'ai réussi quand même en effet à avoir la gorge serrée 2 ou 3 fois, mais je sentais que c'était quand même un peu malhonnête de la part des réalisateurs d'appuyer sur des cordes sensibles comme ça. C'était pas les mêmes émotions que pour le premier, où il y avait quelque chose de vraiment profond entre guillemets, et en effet c'est comme on en a parlé en off, le premier s'attardait sur l'enfance avec des émotions un peu plus simples, et puis d'un coup la complexification justement apparaissait. Là on a déjà un truc un peu complexe et on va essayer d'aborder l'adolescence. Et évidemment, alors c'est un sujet plus que complexe, l'adolescence, et peut pas tout traiter, quoi. Et le fait de pas tout traiter, ça amène tout de suite forcément des interrogations de la part du spectateur, de dire mais pourquoi il y a pas ça, pourquoi il y a pas ça. Là, l'adolescence, typiquement comme tu me le disais en off, par exemple, il y a l'ennui, il y a l'anxiété, il y a des choses qui apparaissent, mais il y a pas le sexe par exemple. Donc c'est pas très sérieux, wesh. Non, c'est pas très sérieux. On se demande, je sais pas combien de réunions il aurait fallu chez Pixar pour se dire finalement ce personnage-là on l'oublie, alors que graphiquement il y avait quand même pas mal de choses à faire. Mais voilà, c'était pas possible. Mais c'est moi je l'ai mal vu. Je l'ai vu, j'ai dormi, je suis allé le revoir, j'ai redormi, je l'ai vu par morceaux et tout ça. Donc, mais tout ce que j'en ai vu, ça me déplaisait un petit peu. C'est-à-dire qu'effectivement, on va trouver vraiment tout ce qui peut être vraiment faire le sel de Pixar, en tout cas la surface, c'est-à-dire qu'il y a une inventivité graphique qui est assez folle. Moi je suis assez fan de tout le moment où ils vont voir les personnages de jeux vidéo et tout ça, où t'as vraiment des gags burlesques qui jouent un peu sur différentes techniques d'animation. Il y a des personnages, différentes émotions qui sont extrêmement bien animées de façon très simple en plus, quoi, avec vraiment des éléments graphiques les plus épurés possibles. Mais en fait est loin de l'abstrait, disons que c'est un peu ça. Je pense que tu l'as dit, c'est que le côté très épuré qu'il pouvait y avoir dans le vice versa. Alors, il faut le dire vite, épuré, parce que
vice versa. En tout cas, le premier pourrait paraître comme un summum de complexité, mais il reposait sur des concepts relativement simples de ces 4 émotions et qui étaient exploités jusqu'au bout. Et qui arrivait vraiment à déployer toute une complexité un registre émotionnel relativement complexe qui s'alliait vraiment avec ce qui se passait dans la vraie vie, on va dire, enfin en tout cas dans la vie de Riley. Là, c'est vrai qu'on reste beaucoup plus, je crois, dans la tête de Riley. Non, justement dans le deuxième, j'ai l'impression qu'on est beaucoup plus, non pas dans sa tête, mais dans sa vie. On la voit au quotidien avec ses camarades pour nous expliquer ce qui se passe dans sa tête. Le premier, éviter ça. On comprenait ce qui se passait dans sa vie en voyant uniquement ses émotions. Là, ça ne fonctionne pas, justement. Donc il faut absolument passer. Je pense que c'est moitié-moitié. On voit beaucoup trop, pour moi, justement, ce qui se passe dans sa vraie vie, au sport, à l'école. Oui, mais peut-être. Parents. Mais en fait, moi, il y a un truc qui, de toute façon, ce qui m'a le plus ennuyé dans ce film, de toute façon, effectivement, je pense qu'il y a un vrai problème sur le concept, c'est-à-dire qu'il fallait vraiment pas faire une suite à ça. C'est pas possible. Ils vont en faire d'autres. Ils vont faire une série et il y aura d'autres émotions et ça va être un capharnaüm pas possible. Et c'est vraiment, par contre, c'est un cas d'école. Je pense que c'est un peu comme, voilà, on peut essayer de représenter quelque chose de très puissant avec 4 couleurs, mais à partir du moment où on rajoute toute une étendue de toute la palette graphique et tout ça, on va pas arriver à la même justesse que ce qu'on pourrait arriver avec 4 couleurs. C'est-à-dire qu'il faut vraiment cette sorte de données archétypales que peut donner cette épure conceptuelle qu'il y avait dans le premier, va nous permettre vraiment d'atteindre une complexité parce le spectateur va adhérer au fait qu'il y a un hors-champ possible, alors que là le hors-champ est impossible parce que tout va être comblé par des émotions qui vont vite qui vont se rajouter, tout ça. Donc là-dessus il y a un truc qui va pas marcher et en plus de ça, je pense que moi le gros reproche que je pourrais faire à Vice Versa 2, c'est que le premier et comme beaucoup des films de Pixar, ce qui a fait vraiment je pense le génie de Pixar, c'est aussi de ne travailler que l'idée de la mort, que l'idée du deuil, que l'idée de l'abandon, de la perte, de travailler des choses extrêmement difficiles. Là, le Vice Versa 2, on est quand même dans un récit de guérison, presque un récit de développement personnel, presque. T'as vraiment un truc comme ça, genre. L'adolescence, c'est pas grave. C'est pas grave, ça passe, et voilà, tout se combine très bien dans notre intérieur, et au final, on est devenu un individu un petit peu mieux que ce qu'on a été au tout début, et il y a une sorte de résolution un petit peu factice qui se passe là-dedans, ou factice en tout cas que je peux acheter chez d'autres films, mais chez Pixar je trouve ça extrêmement décevant parce qu'en fait justement au premier, justement d'arriver à cette résolution là, ça va presque non pas contre, mais en tout cas ça va pas aussi loin, c'est sûr. Le premier qui se terminait sur justement une nouvelle émotion, enfin il y avait quelque chose de on continue parce je rappelle qu'on a un agenda. C'est un peu la course, c'est vrai. To the Moon, toi tu l'as pas vu, je me permets quand même de faire rapidement une chronique sur To the Moon, Fly Me to the Moon en version originale avec Scarlett Johansson et Channing Tatum, qui est sorti au cinéma aussi lui aussi. Voilà. Donc j'ai très peu de souvenirs de ce film. Donc il raconte grosso modo l'alunissage en 69, mais du point de vue d'une publicitaire, Scarlett Johansson, qui est engagée justement pour redorer le blason un peu de la NASA. Et donc ça c'est pendant 1h30. Pas très intéressant, avec une simili-histoire d'amour avec Channing Tatum, on s'en fout. Par contre, dans une dernière partie, donc sur la dernière demi-heure, il y a quelque chose d'intéressant qui se passe, puisqu'elle est engagée, elle, par plutôt les services du président de la République américaine. Et ces services-là ne croient pas possible la retransmission de l'alunissage en direct à la télévision. Donc ils l'engagent pour qu'elle trouve un réalisateur et qu'en studio, il refasse l'alunissage qui sera diffusé en direct lui aussi, mais tourné en studio. Donc très intéressant, pourquoi pas, il y a des gens qui auraient pu faire un truc chouette avec ça, et je pense que l'un des 15 scénaristes a eu de bonnes idées en fait. Il y a quelqu'un qui a fait un truc intéressant avec ça, c'est William Klein. En plus, mais il y a déjà eu un. Mais ils évoquent un Kubrick dans le film justement, donc il y a des petits clins d'œil à ce sujet-là, au fait que Kubrick aurait pu le faire justement. Là, elle engage un de ses amis publicitaires justement, qui se considère comme meilleur que Kubrick et qui en effet fait un excellent travail, puisque justement, donc le responsable des services secrets vient lui sur le studio en face des gens qui vont jouer l'alunissage, accompagné de Scarlett Johansson, tout ça,
qu'on va filmer en direct, qu'on va diffuser en direct. C'est ça son projet à lui, en tout cas, à ce méchant Woody Harrelson des services secrets. Mais Scarlett Johansson, elle veut essayer de diffuser en vrai, en direct, l'alunissage. Et attention, ils savent pas, en fait, quand vraiment ça arrive, ce moment clé, si ce qu'ils sont en train de voir sur leur écran de télévision, c'est ce qui se passe en studio ou sur la Lune. Et là, il y a un trouble. Et ça dure à peu près 5 minutes. Et il y a un trouble. Et personne ne sait, ni Scarlett Johansson, ni le méchant Woody Harrelson, ni personne d'autre, si ce qu'on voit sur l'écran de télévision en qualité toute pourrie, c'est ce qui se tourne en studio ou sur la Lune. Et ça aurait pu être vachement bien. En fait, je trouve qu'il y a une super idée. Et en fait, le type qui fait de la mise en scène, j'ai oublié qui c'était. C'est pas Brian De Palma, en tout cas. C'est pas Brian De Palma, en fait. Et du coup... Non, j'ai senti, oh putain, il y a une bonne idée d'écriture. Je la retrouve dans les dialogues, je la retrouve dans les situations. Et non, ça ne fonctionne pas. Donc, déception, et donc dommage. Et donc, c'est encore du cinéma que c'est pas la peine. Est-ce que t'avais un autre blockbuster? Bah oui, Alien Romulus. Ah oui, c'est vrai, t'as vu Alien Romulus. Oui, encore une suite, on est bien. Encore une suite, ouais, suite préquel ou je sais pas quoi. Mais en tout cas, en fait, on a parlé. Non, To the Moon, c'est le seul film qui sauve l'honneur du cinéma américain, qui a un scénario original. Et Alien Romulus, c'est effectivement la poursuite de la saga. Enfin, en tout cas, c'est pas vraiment Alien, c'est pas Alien 5. Hein. C'est le Alien qui se passe après le Alien de Ridley Scott et que j'ai bien aimé. Et tout en me disant, mais c'est nul à chier, mais j'ai bien aimé. Et c'est ce film-là, je confondais tout à l'heure avec Twisters, que je suis allé voir au cinéma en n'ayant pas foutu les pieds dans une salle de cinéma depuis quelques temps. Et en me disant, quand même, c'est cool, c'est super, en salle Dolby, au pâté et tout ça, les décors, ils sont jolis. Et effectivement. 18 €. Et ben non, parce que moi, je paye pas, je m'en fous. Mais après, voilà, j'ai pas envie de cracher trop sur le film parce qu'il y a des trucs, c'est Fede Alvarez, hein, Fede Alvarez. Il s'est fait bien cracher sur la gueule pour le coup, lui. Ouais, mais après, il le mérite quelque part. Bon, Fede Alvarez, moi, c'est pas un cinéaste que je vénère, mais en fait, il a fait notamment le remake d'Evil Dead. Il a fait le remake d'Evil Dead, qui est très très mal écrit, mais plutôt agréablement mis en scène sur certaines scènes. Et il a fait ce film Don Bresk, qui est plutôt un film d'horreur extrêmement bien, quoi, extrêmement bien mis en scène, extrêmement efficace, vraiment un des très beau moment de film d'horreur de ces dernières années. Ceci dit, Don Bresk aussi, c'est pas un film qui est un film d'horreur mémorable au sens où moi j'adule le film d'horreur en tant que thermomètre pour les sociétés contemporaines. Voilà, le cinéma d'horreur, ça a toujours été ça. Non, Don Bresk, c'est un exercice de style extrêmement bien mis en scène. On sent que le mec, il touche un petit peu sa bille là-dessus. Il y a vraiment à tous les postes artistiques, on va dire qu'il y a du niveau. Et c'est des trucs qu'on va retrouver avec Alien Romulus, hein. C'est plutôt la production values et tout ça sont super beaux. Enfin voilà, après il hérite d'un univers relativement costaud, mais voilà, c'est vraiment assez chouette tout ce qui se passe dans les vaisseaux et puis sur la planète dans laquelle ça se passe. La mise en scène est plutôt correcte. Il y a un côté mise en scène aussi de façon un peu ludique, un peu qu'on pouvait retrouver aussi dans Don Bresk, qui était un film avec une sorte de high concept, hein, vraiment. Et Alien, il y a un petit peu ça. Si mon fiston qui est en train de s'évertuer à gagner à Fortnite dans la pièce d'à côté, venez plutôt à l'émission, c'est lui qui a eu un petit peu l'éclair de génie critique en sortant de la salle quand je suis allé le voir avec lui. Il m'a dit ouais, on dirait clairement un jeu vidéo. Effectivement, c'est tout à fait ça, c'est-à-dire qu'il y a plein, quand au fur et à mesure qu'il traverse cette sorte de station, il y a plein d'épreuves différentes, mais qui prennent, ou c'est là où c'est astucieusement écrit, qui vont prendre en compte une donnée qu'on a eue dans une scène précédente, mais qui vont où chaque sas va être une nouvelle épreuve à vraiment à traverser, et il va y avoir un côté ludique assez marrant, c'est-à-dire d'un coup il y a plus de gravité dans la station, donc les taches d'acide, il faut les passer en apesanteur et tout ça, le sang des aliens, donc plein de trucs comme ça qui sont rigolos, qui sont assez prenants en tant que spectateur, assez ludiques à regarder, mais au final en termes de on va dire de prolongation d'une sorte de mythologie alien que même Jean-Pierre Jeunet avait réussi à faire quand même, alors que c'est peut-être le pire film de la saga. Je l'ai revu il y a pas si longtemps que ça, et c'est pas très bon, à part le dernier tiers, on va dire, où il y a vraiment des choses hyper intéressantes, très troublantes, qui sont assez chouettes, mais sinon voilà, c'était pas bon. Celui-là, voilà, je trouve que c'est un bon blockbuster, hein.
6 sur 10. 6 sur... Oh putain, quand même, plus que Twisters. On continue. Je suis désolé pour les auditeurs, c'est vrai que c'est la course, mais là on a fait 4 films, il nous en reste du coup au moins 8, voire plus. Vous souffrez beaucoup moins que nous. Ouais, c'est ça. Le film de Pif Paf Pouf, un petit peu. Je démarre avec The Killer, puisque j'ai regardé The Killer de John Woo, le remake avec Omar Sy et Chicky Cario. Donc je me permets d'en dire un mot. Je vais me faire taper dessus peut-être de façon numérique par des auditeurs. J'ai jamais aimé John Woo, je pense. J'ai vu The Killer et en fait j'ai toujours confondu, je pense, The Killer avec Une balle dans la tête ou à toute épreuve. Pour moi c'est des films qui se mélangent, j'ai essayé de les revoir et c'est pas ma cam. Comme les acteurs, tu veux dire? Alors rien à voir avec les acteurs, mais par rapport, enfin, je suis pas, ça va, le cinéma chinois, hongkongais, tout ça. Non, justement, je suis plus Ringo Lam en fait, je pense, du cinéma hongkongais des années 90. Et peut-être parce que je suis snob. Et donc voilà, j'ai jamais aimé John Woo et j'ai jamais supporté ce qu'il a fait quand il arrive aux États-Unis. Et ses colombes et ses pigeons, ça me gave. Et en fait, en voyant son remake à Paris avec Omar Sy et puis des pigeons et des églises et puis des gunfights exactement comme j'ai retrouvé l'essence même du cinéma de John Woo. C'est-à-dire que pour moi, c'était pas loin d'être le pire film de John Woo que j'ai pu voir. C'était même le meilleur depuis qu'il est parti de Hong Kong que j'ai pu voir. Parce que son dernier Silent Night, j'ai même pas réussi à le finir. Je trouvais le concept plutôt chouette, un personnage qui peut pas parler, donc c'est un film sans dialogue. Mais ça m'a fait chier en fait. Le concept était bien, mais c'était un film chiant. Volte-face ou Mission Impossible 2, c'est quand même un cauchemar. C'est l'un des pires films déjà de Mission Impossible et de Tom Cruise et John Woo. Enfin voilà, bref, John Woo, je vois très bien, je comprends tout à fait ce que les gens et ce qu'il a apporté même ce qu'il a popularisé en fait dans les scènes d'action. Là, je retrouve des choses très chouettes en fait. C'est-à-dire qu'il a des idées. Je pense qu'il a été beaucoup aidé à Hong Kong dans les années 90 notamment par des cascadeurs, par des gens qui gèrent l'action aussi sur le tournage, des chorégraphes. Lui, il a quand même des bonnes idées de mise en scène. Je ne remettrai pas ça en cause et on les retrouve dans The Killer. Il y a des bonnes idées, il y a une séquence finale avec beaucoup de pif paf pouf, des explosions, des cascades, ce machin. Ça fonctionne. Le seul problème, c'est qu'en effet, dès qu'il faut tourner en fait un dialogue, dès qu'il faut écrire en fait quelque chose, et ben c'est nul. Et là il y a Brian Helgeland qui participe au scénario. Enfin, ils sont 5 en même temps au scénario. Et ben, ça servait à rien. Enfin, tu demandes. De toute façon, tu l'avais déjà le scénario, c'est un remake, je veux dire. Et puis là ils sont 5 pour écrire les machins. C'est déjà un remake de Samouraï, plus ou moins. Voilà, plus ou moins. C'est un mélange de plein de trucs. C'est vrai que moi c'est ce qui me gêne aussi chez John Woo, c'est que bah c'est le fanboy en fait. Moi j'ai beaucoup vu ça, au-delà justement de ses capacités à tourner une séquence d'action. Ce qu'il raconte, ce qu'il montre, ses personnages, c'est un globi-boulga de fanboy en fait. Pourquoi pas? C'est un maniériste en fait. On est dans du cinéma maniériste et puis bah du coup on prend un plaisir visuel. Moi là dans The Killer justement faudrait supprimer toutes les séquences de dialogue, d'intrigue en fait, garder uniquement les séquences d'action. Le problème c'est qu'ils se retrouvent avec des acteurs qui savent pas, il a pas Chow Yun-fat c'est sûr, il a Omar Sy, il a une actrice, je sais pas ce qu'elle avait fait avant, j'ai pas fait le curieux, qui savent pas attraper un flingue en plein vol. Et c'est vrai que c'est un vrai travail d'apprendre à attraper un flingue en plein vol, et ça ils savent pas le faire. Et du coup vu qu'ils filment ça au ralenti en plus, tu vois bien que du coup c'est problématique. Mais par contre à aucun moment par exemple dans ce film Netflix il y a des effets numériques dégueulasses ou des fautes de goût vraiment flagrantes, alors que dans ses précédents films à John Woo il y en a constamment des fautes de goût flagrantes. C'est un cinéma de mauvais goût comme Peter Jackson, je veux dire, parce qu'il est pas très bon. En tout cas voilà, John Woo, j'arrête. Ouais, écoute, je renchéris pas, mais je partage. On aura peut-être l'occasion de parler de John Woo à un de ces 4. On a parlé de choses vraiment pas très bonnes. On enchaîne avec quelque chose qui est pas forcément génial, mais un peu plus qualitatif. C'est City of Darkness de Tsui Cheng, qui avait déjà commis Limbo en fait donc l'année dernière, il y a 2 ans, que j'avais pas réussi à regarder. Ça m'avait gonflé, trop de suresthétisme, de cracra et de lourdeur et de c'est 7 fois 1000 grosso modo. J'avais pas fait l'effort de moi je m'étais arrêté, je t'interromps, mais moi je m'étais arrêté aussi. C'était un peu le truc alerte travelling de capot quoi.
enfin ce fameux axiome critique en tout cas de Rivette et tout ça, où moi j'avais regardé une demi-heure, je dis hop, on peut pas esthétiser à ce point-là l'horreur, c'est pas possible, et j'avais arrêté. Donc j'y allais un petit peu à reculons pour ce City of Darkness et malgré moi je me suis laissé embarquer très vite, et très honnêtement je pense que c'est grâce notamment à une direction artistique qui m'a vraiment bluffé, puisque donc ça recrée un quartier de Hong Kong dans les années 80, un quartier emmuré en fait, une forteresse au milieu de Hong Kong où se battent des gangs et voilà, et puis autour aussi forcément les combats pour avoir la possession justement de ce quartier, où fleurit pas forcément le crime d'ailleurs, hein, puisque justement la grande découverte, c'est ce qui m'a poussé à continuer. On suit nous un personnage d'immigré en fait, qui va trouver refuge dans cette cité, qui a aucune famille, aucun ami et tout machin, et le film qui nous propose justement une esthétique comme ça et puis des décors assez faramineux va proposer à l'arrivée de ce personnage en fait de lui offrir en plus de ça une famille, des amis et du coup de la chaleur humaine, et en fait ça permet de rentrer un petit peu dans cet univers qui va partir un peu dans tous les sens. On va avoir le droit du fantastique, à des combats limite fantastiques d'ailleurs aussi, enfin des chorégraphies justement extrêmement travaillées, même si c'est pas toujours génial, mais en tout cas c'est suffisamment généreux, j'ai envie de dire, pour que justement on continue. Et on vient de parler des blockbusters américains et puis d'autres films qui sont un peu au ras des pâquerettes. Celui-ci, loin d'être génial ou mémorable, mais cet été justement, c'était peut-être l'un des meilleurs blockbusters entre guillemets en salle, ouais, que j'ai pu voir. Enfin, moins bien que celui dont on va parler après, mais exact. Ouais. Oui, évidemment. Et juste, on commence par le moins bien, mais malgré tout, justement, juste ça, j'ai envie de soulever en fait la qualité de la direction artistique de ces décors en fait, et puis j'y ai cru en fait à cet univers. Ce qui se passait dedans, c'était parfois plus compliqué quand même en termes d'écriture, mais bon, c'est là où je veux revenir, c'est des conventions. Je me suis dit en voyant le film, bah écoute, ça part en cacahuète, là ce personnage là j'y crois pas, il m'énerve, mais bon, c'est peut-être des conventions de cinéma que j'ai oubliées, parce que ça fait longtemps que j'ai pas vu un film hongkongais, tu vois, je parlais de John Woo à l'époque, et bah voilà, les films hongkongais que j'ai pu revoir, c'est des trucs des années 80 ou 90, ils font plus forcément grand chose justement là-bas. J'accepte qu'il y ait un retour comme ça en plus, mais ça m'a donné envie de voir un film indien du coup, parce que je me suis dit, c'est n'importe quoi, c'est con, mais avec le cinéma indien ça fonctionne pourtant. J'accepte ça et je prends du plaisir avec le cinéma indien. Tiens, je vais me faire un film indien. Et sur les conseils via les réseaux sociaux de notre génial Melvin Z, j'ai été voir Ryan qui vient de sortir, le premier film, je crois que c'est le premier film réalisé par Dhanush. Alors c'est pas son premier, je crois. Non, il a déjà réalisé un truc. Il me semble, hein. Faut que j'aille revoir. Donc Dhanush qu'on avait pu voir, je crois, dans Captain Miller, notamment, et qui raconte donc l'histoire d'un chef de famille, un grand frère qui s'occupe de ses deux frères et de sa sœur. Pareil, dans un quartier vraiment qui est possédé par des gangs qui se font la guerre. Et donc Ryan, il faut pas le faire chier. On sait pas trop, hein, mais on devine, parce qu'il fronce beaucoup les sourcils. Voilà. Donc on devine qu'il faut pas trop le titiller. Il faut pas le titiller. Et quand on le titille, paf! Ah, et là, c'est généreux et c'est vrai que c'est violent, et c'est vrai que là, d'un coup, tu dis, ah tiens, ça c'est inventif. En termes de mise en scène, en termes de plein de choses, c'est généreux, c'est inventif, ça va loin, c'est radical même, et ça fait du bien en fait. Ouais, c'est super Ryan, mais après oui, c'est vrai que c'est marrant de regarder ces deux films un coup sur coup, parce que c'est à peu près ce qu'on dit souvent. Bon, moi je suis pas non plus spécialiste du cinéma indien, j'en regarde régulièrement, mais beaucoup moins que certains critiques ou de camarades comme Melvin qui fait un poids d'honneur à en regarder beaucoup, ou François Co. Mais c'est vrai que c'est ce qu'on ressent un peu quand on voit les films indiens. On se dit bah voilà, c'est ce qu'on pouvait ressentir quand on découvrait un petit peu en catimini certains films hongkongais dans les
les années 90, quoi. On découvrait un truc, on se disait, putain, mais comment on peut faire un cinéma aussi décomplexé, aussi spectaculaire, aussi drôle, aussi émouvant, aussi fun, aussi qui se prend pas au sérieux, en même temps qui se prend au sérieux, mais qui offre vraiment un plateau repas complet, quoi, vraiment. Et qui, sans cynisme au coup de coude. Pas du tout, quoi. Et c'est vrai que, on répète, mais c'est vrai que ça fait du bien, en fait. Celui-là, là, on est un peu dans un truc un peu haut du panier en termes je dirais pas que c'est vraiment le plus grand film indien que j'ai vu cette année. C'est pas RRR, c'est pas Donkey, c'est pas d'autres films que j'ai pu voir. On est dans la tragédie et puis ça fonctionne en termes d'écriture. Tout fonctionne. En fait, c'est vraiment pas quand on voit ce truc-là, on se dit mais pourquoi vous continuez à aller voir John Wick, quoi? C'est pas possible, quoi, parce que on est vraiment un peu là-dedans. C'est peut-être un petit peu moins généreux en termes d'action parce qu'effectivement, il y a quand même une sorte de tonalité tragique qui fait que il y a une économie narrative qui fait que on passe par beaucoup de matériel romanesque, en tout cas de matériel de situations un petit peu émotionnelles ou rigolotes et tout ça, où il y a une longue montée en puissance, quoi. Donc ça charcle pas dès le départ, mais c'est vrai que cette sorte de crescendo qui est toujours accompagné souvent, enfin en tout cas dans le cinéma indien, par de la musique, et puis là c'est du cinéma tamoul, c'est balance du rythme tribal et tout. Il y a peu de séquences musicales et je trouve qu'elles sont bien placées. Oui, non, mais elles sont bien, et puis c'est vrai que même la musique en elle-même, quoi, les séquences de baston et tout ça, accompagnées par la musique, c'est génial. Et il y a ce truc-là d'iconicité des personnages qui est hyper fort. Moi j'aime bien dans City of Darkness, je trouve que c'est le personnage principal, il est super. Le personnage du chef de la citadelle, il est exceptionnel. Voilà, quand t'as le mec qui tabasse 3 mecs et qui fait 5 supérieurs ailleurs, qui rattrape sa clope et puis la fume, je dis ça me faisait penser. Moi j'achète complètement, je trouve ça super. Mais alors là dans Ryan, c'est tout ça tout le temps, quoi. C'est que tu dis oui, le mec il est vraiment, c'est vraiment le Clint Eastwood, le héros. C'est-à-dire que justement il y a un rythme qui est là quand même. Oui, c'est ça qui est important, et qui est plutôt assez fin, parce que moi je sais que j'avais pas été trop fan de Captain Miller, interprété aussi par le même Danush et tout, où je m'étais dit peut-être que une déception, beaucoup d'attentes et beaucoup d'attentes, et puis peut-être que le film se prenait trop au sérieux. Enfin, il y avait un équilibre qui se faisait pas trop, mais là ça marche à fond, ça arrive à quand même à être assez émouvant. Le côté tragique fonctionne vraiment. Il y a une iconicité qui est folle. Enfin, moi j'ai vraiment regretté de pas l'avoir vu au cinéma, parce que vraiment la scène finale là, il y a un truc chromatique qui est complètement dingue dans cette scène là, qui se passe dans des fumées rouges avec striées de vert et tout ça. Tu dis mais ça devait être complètement dingue au cinéma, quoi. Et vraiment il y a vraiment de l'invention, et c'est un vrai plaisir de regarder ça, quoi. Et donc j'ai un dernier film avant la pause. C'était un triple programme que je proposais aux programmateurs de cinéma un peu sérieux qui nous écoutent à travers la France. Donc de démarrer avec City of Darkness, continuer avec Ryan, puisqu'on retrouvait ces questions justement de conflits, de gangs, tout ça machin, et puis de terminer par un documentaire qui n'est pas sorti en salle, mais qui nous a été conseillé aussi, encore une fois via les réseaux sociaux. Enfin, j'ai découvert comme ça en tout cas par un certain Karim. Je sais pas s'il nous écoute, mais en tout cas merci à lui, puisque un documentaire de Ben Mullingcosson, c'est un américain, alors j'imagine qu'il faut dire Mullingcosson, The Last Year of Darkness, qui a été fait en 2023 et qui est passé dans les festivals en France, notamment en 2024, qui se passe en Chine. Donc Ben, lui, c'est un Américain qui a baroudé un petit peu et qui est allé en Chine notamment, qui a vécu un peu en Chine, et en fait il a découvert la Chine pour lui ne correspondait pas aux a priori qu'il pouvait avoir. Je pense que lui, il est très habitué des milieux LGBT++. Et il a trouvé un havre de paix là-bas, un petit bar, le Funky Town, je crois que ça s'appelle, dans un quartier qui est entouré le bar est entouré par des chantiers, par des grues, tout est en train d'être travaillé. Peut-être bien qu'il y a un métro qui se construit à côté ou un truc dans le genre. Le documentaire se passe sans commentaire du tout, il n'y a pas d'explication, ce qui moi m'a beaucoup plu. Visuellement, ça a été une petite claque en fait. J'ai eu du mal à croire au départ que je voyais un documentaire. J'ai dû aller fouiller, j'ai arrêté le film, j'ai fait une pause. Est-ce que je suis en train de voir un documentaire ou une fiction? Parce que visuellement, ça me paraissait tellement travaillé, tellement soigné en fait. Je me dis mais c'est pas possible, ils ont installé des lumières, c'est une installation, et non, en fait, c'est vraiment un documentaire. Ce type est un chef-op, peut-être un peu trop instagrammeur parfois, sauf qu'il a un vrai sens du cadre, un vrai sens de la mise en scène, je pense, et du montage aussi. Et le documentaire va suivre justement cette communauté qui tourne autour de ce Funky Town,
Donc on va les voir à la fois dans le bar le soir, soit pour faire des spectacles de drag queen, pour boire des coups, voire trop. Il y a du vomi, hein, par exemple, il y a des choses un peu cracra, mais c'est surtout de la bienveillance en fait constante, un espace de liberté et de sécurité en fait qu'ont tous ces gens. Et puis on va retrouver aussi régulièrement en fait ces personnages qu'on a vus pendant cette nuit là, on va les retrouver en journée. Qu'est-ce qu'ils font en journée? Par exemple, il y a un Russe qui est adorable, tu dis c'est pas possible d'être aussi gentil quand même, qui raccompagne des gens trop sous chez eux, ce machin, qui va apprendre, c'est un Russe qui apprend le chinois en journée. Voilà, un livreur un livreur quoi, pareil, qui bosse. Donc on les voit en journée, des images que je trouve magnifiques, et puis des gens auxquels on s'attache. Et en fait, c'est un des cette année, c'est peut-être le meilleur documentaire que j'ai vu, mais ça, en effet, ça va peut-être aussi passer dans un de mes tops, parce que visuellement déjà c'est super, et j'étais surpris de me retrouver vraiment embarqué par une communauté et par cette bienveillance, malgré en effet sur la fin une petite pointe d'amertume, parce que c'est un lieu qui disparaît, et puis c'est des gens qui, même s'ils l'évoquent pas de façon textuelle, enfin de façon explicite, le fait que ça disparaît et puis qu'ils n'ont plus rien, mais il y a un truc que tu ressens en fait dans le film, tu dis putain merde, et c'est terrible, t'as vécu un moment avec ces gens-là et j'y ai cru, et c'était beau en plus quoi. Donc je conseille vraiment, alors, et je crois qu'il est disponible sur quelques plateformes, The Last Year of Darkness de Ben Mullingcosson. Ça sent le truc sur Mubi. C'est ça, mais c'est Mubi en effet qui distribue. Donc à surveiller aussi dans les passages en festival ou c'est ça, c'est un truc pour de les festival. Rennais, je vois bien ça. Mais ça allait bien, tu vois, avec pour finir avec ces City of Darkness, avec justement cette idée qui est amenée à disparaître évidemment. Là, on retrouvait ça aussi, mais d'un point de vue un peu plus. T'as envie de faire la fête, t'as envie d'aller faire la fête, t'as envie d'y aller à Funky Town, quoi, vraiment. Et ça se termine avec un morceau merveilleux. J'ai eu les poils qui se hérissaient en entendant ça un petit peu, alors que c'est un morceau que je connaissais. Mais voilà, un drag queen ou une drag queen, je sais pas comment on dit, parce que qui performe sur Life on Mars, une version live de David Bowie qu'on écoute tout de suite, et puis on se retrouve après pour parler de choses encore plus joyeuses. God-awful small affair to the girl with the mousy hair, and her mommy is yelling no, and her daddy has told her to go, but her friend is nowhere to be seen as she walks through her sunken dream to the seat with the clearest view. And she's hooked to the silver screen, but the film is a saddening bore, 'cause she's lived it 10 times or more. It's about to be lived again as they ask her to focus on sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those cavemen go. It's the freakiest show. Take a look at that low man beating up the wrong guy. Oh man, wonder if he'll ever know. He's in the best-selling show. Is there life on
on America's tortured brow. Mickey Mouse has grown up a cow, and the workers have struck for fame, 'cause Lennon's on sale again. See the mice in their million hordes, from Ibiza to the Norfolk Broads. Rule Britannia is out of bounds, to my mother, my dog and clowns. But the film is a saddening bore, 'cause I wrote it 10 times or more. It's about to be writ again, as I ask you to focus on sailors fighting in the dance hall. Oh man, look at those cavemen go. It's the freakiest show. Take a look at the old man beating up the wrong guy. Oh man, I wonder if he'll ever know who's in the best-selling show. Is their life on Tu t'es branlé, toi? Moi, ce que j'aime, tu sais, c'est quand ça se passe dans des châteaux. Les femmes, elles sont mieux sapées, plus propres. Tu t'es branlé combien de fois, toi? C'était à quel moment? Putain, s'en fout à quel moment, faut passer. Putain, t'as vu quand il y avait le chauffeur, là? Quand elle a le changement de vitesse dans la chatte, après, il la prend par le cul, il commence à lui mettre des petites claques sur les fesses et tout. J'aime bien la scène avec la blonde aussi, quand elle suce le mec de la blonde, après t'as la blonde qui arrive avec le gros clébard. C'était magnifique. C'était un extrait de Un prophète de Jacques Audiard, précédé d'un splendide morceau. Merci Étienne pour ce grand moment de poésie, hein, ce Life on Mars en live par David Bowie. Audiard, c'est toi, David Bowie, c'est moi. C'est un vieil extrait qu'on a passé lors de notre, je sais pas, 5e saison, un truc comme ça, mais il est cool cet extrait. Ça faisait longtemps qu'on l'avait pas passé. C'était donc Reda Kateb. Et on est passé à côté quand même d'un extrait de l'émission où on parlait d'un prophète. Oui, ouais. Que tu avais isolé. On se dit, qu'est-ce qu'on passe? L'extrait du prophète. Ça, ou plutôt, non, on parle dans l'émission, on parle de Rouillé d'os. Ouais. Voilà. Qui était déjà, c'était marrant parce que du coup, on a plein de poésie. Hein. Ouais, je sais pas pourquoi on avait isolé ce petit moment-là. En tout cas, qui était, très plein de poésie, mais au final, ça disait bien, en fait, moi, en tout cas, le rapport que j'ai avec Jacques Audiard, qui est un cinéaste que je suis, dont je ne rate pas un de ses films, mais sans les aimer. Enfin, en tout cas, j'ai un rapport un petit peu bizarre avec lui, c'est-à-dire que il y a eu plein de films de lui que j'ai adoré, que j'ai revu, que j'ai pas aimé, que j'ai revu après, que je me suis dit au final c'est pas si horrible que ça, mais c'est pas bon non plus. Et puis depuis quelques années, c'est quand même des trucs que tu dis c'est complètement grotesque quoi. Et le précédent qui s'appelait les Olympiades, c'était assez grotesque. Et puis le pire, c'était de Rouillé d'os qui était bien grotesque. Et les frères sisters entre les deux, du coup, les frères sisters, oui, qui était en fait, ce qui s'est passé avec ce type-là, c'est que lui-même doit être un petit peu en perdition. Il le dit lui-même, hein, il est un petit peu en quête d'une sorte de renouvellement de façon un petit peu très volontariste, hein. Il veut vraiment s'échapper à cet endroit du cinéma où il s'est vraiment fait reconnaître, c'est-à-dire plutôt une thématique dans une veine plutôt polar, film noir, plutôt film noir vraiment, de battre mon cœur s'est arrêté, en effet. Il veut en tout cas aller sur un territoire, soit aller vers le western parce que c'est un genre qui l'intéresse.
Express, il va essayer ça, et puis après il enchaîne avec un truc qui n'a strictement rien à voir, justement. Enfin, c'est ça. Il prend des risques, ça on peut pas lui enlever ça. Il y a un truc comme ça. Je pense que, enfin, Audiard c'est assez particulier parce qu'en fait c'est quelqu'un qui effectivement, donc on rattache pas mal à un travail de scénariste. Effectivement, c'est un scénariste plutôt de talent. On le rattache probablement aussi à ses qualités d'écrivain, de fait de son hérédité. Hein. C'est le fils de Michel Audiard, mais c'est quelqu'un qui, par contre, moi dans ses films, et c'est pour ça en général que quand je re-regardais les films la seconde fois, à chaque fois, ça me peinait un petit peu parce que il a un côté très volontariste dans la mise en scène, de faire de la mise en scène. Regardez, je fais de la mise en scène. Regardez comment je fais de l'image. Je ne suis pas qu'un écrivain. Regardez, je mets ma main devant l'œilleton de l'objectif pour boucher un petit peu la vue, tout ça, parce que voilà, c'est important, parce que ça, c'est de la mise en scène, c'est du cinéma que je veux. Il y a toujours des petits éléments comme ça. Je sais qu'un prophète que j'ai revu dernièrement, il y a des trucs où voilà, le scénario d'un prophète est plutôt assez impeccable. Hein. C'est une sorte de récit d'initiation un petit peu malade comme ça, où un personnage passe de figure paternelle en figure paternelle, mais toutes plus maléfiques les unes que les autres. Et il y a ce truc dans un prophète qui est extrêmement étrange et qu'on dirait presque plaqué sur le film et qui n'a rien à voir, c'est l'ingrédient fantastique de un prophète. Rien que dans le titre, on le voit, il y a ce truc des apparitions, voilà, qui fait que le personnage serait doté de pouvoirs magiques. On dit mais qu'est-ce que ça fout là ? C'est le côté que où je mets la limite de Jacques Audiard, mais c'est aussi le côté où le mec m'intéresse et que je me dis mais ça n'a rien à voir avec la choucroute, c'est incroyable que tu mettes ça, et on se dit mais il a vraiment envie de quitter une autoroute qu'il maîtrise parfaitement, quoi. Il veut aller dans un territoire où il serait en danger. Alors dans les Olympiades, le dernier film, c'était vraiment aller filmer principalement des jeunes femmes et des jeunes, des jeunes et puis des jeunes femmes en particulier. Donc là, alors lui, c'était vraiment le personnage le cinéaste des mecs virils qui froncent les sourcils, qui sont vraiment qui ont des problèmes avec des daddy issues. Et il a dû se dire sur ce terrain-là, je vais laisser ça à Olivier Marchal et il faut que je trouve mon propre terrain. Je pense qu'il y a un peu ça. Et le dernier film, sur le papier, tu dis oui, c'est qu'est-ce que c'est que ce truc ? C'est presque une sorte de déclaration d'intention. Je vais faire un film sur un personnage trans. Donc c'est vraiment, quand tu le regardes dans une pure optique auteuriste, c'est assez fou. C'est que tu dis le mec. Ça peut être aussi le type, tu vois, qui essaye de parler de son époque un petit peu, c'est d'être là-dessus sur le truc trans. Mais après, moi, ce qui m'intéresse surtout, même les Olympiades, tu vois. Ah oui, un prophète, t'as l'impression d'un type qui essaye d'être à l'heure de pas justement. Ah ça c'est vrai. Ça, je pense que c'est vrai, mais sauf que moi ça me paraît être un échec partout. En fait, les Olympiades, c'est vraiment un film qui les intentions sont ringard. En général. Les Emilia Pérez, voilà, moi c'est un film que j'ai trouvé complètement grotesque de bout en bout. Effectivement, c'est un film qui pourrait parler de son époque. On pourrait dire parce que il y a un personnage de trans, mais ça c'est un petit peu limité pour parler de l'époque parce que. Toi, j'entendais dire par exemple de filmer le Mexique, parce que c'est vrai que de filmer le Mexique en général. Depuis 20 ans ou même plus, c'est des lumières oranges et puis machin. Là, du coup, il va essayer de faire autrement. Tu vois, déjà qu'en fait, oui. Et puis, en effet, d'intégrer en fait des personnages pas forcément trans, mais transgressifs en fait, qui partagent, qui sont un lien entre différents mondes. De toute façon, c'est vraiment en fait sur le papier, le film, c'est ça. C'est-à-dire que il a voulu faire un film trans, mais dans tous les sens du terme. C'est-à-dire, alors, trans et aussi hybride, quoi. C'est-à-dire que effectivement, on commence sur un registre de film noir avec le personnage d'avocate et le personnage d'un chef des narcos, et on va aller plutôt après dans du mélodrame. Évidemment, il y a de la comédie musicale, il va y avoir vraiment du drama style telenovelas, il va y avoir vraiment, mais il y a plein de genres comme ça qui vont être mis les uns à côté des autres. En fait. Mais il y a un peu ce truc-là de recherche d'hybridation et de recherche chez Audiard tiens, je vais mettre plein de trucs très très différents et peut-être que, alors moi c'est vraiment une pure interprétation, mais je me dis mais peut-être que si je mets des tas de trucs hyper différents les uns et les autres, il va y avoir une étincelle, il va y avoir quelque chose qui va se produire. Moi j'ai l'impression qu'il y a rien qui se produit. Non mais est-ce qu'il a pas le syndrome ? Il a un goût du genre. Je pense que lui il malgré tout il aime le cinéma vraiment. Ouais. Il a un goût pour le genre. Je pense qu'il fait partie d'une génération aussi qui a grandi avec. Oui, mais je pense qu'il veut s'en échapper. Du western. Oui, ouais. Évidemment. Ouais, mais il veut s'en échapper. Mais là, tu vois, il mélange justement tout
ça en fait. Mais je pense qu'il veut s'en échapper. C'est quelqu'un qui pourrait être. Enfin oui, on pourrait dire ce mec-là a suffisamment de métier. Il aurait pu bien faire son métier dans un côté artisanal toute sa vie peut-être quoi. Mais en fait non, c'est un pur quelqu'un qui est dans une pure recherche d'auteur. Peut-être à mon sens en tout cas beaucoup trop conscient de lui-même parce qu'il y a vraiment. Moi je ne vois que ça. Hein. Après c'est pour ça que c'est toujours intéressant de le regarder dans une perspective auteuriste parce que dès le début, un héros très discret, on a que des mecs qui sont des imposteurs et qui se font passer pour quelqu'un d'autre, quoi. Même de Battement sous cœur s'est arrêté, c'est vraiment Romain Duris qui un poète pianiste qui doit maintenir son rôle de petite frappe qui bosse dans l'immobilier, quoi. Il y a un truc comme ça de jeu de masque qui est là dans son cinéma depuis tout le temps. Donc il y a vraiment ce truc-là qui travaille de film en film, mais sauf que plus ça va, plus j'ai l'impression que ça va dans un truc que j'achète pas du tout. Et alors après tu te poses la question parce qu'après il y a peut-être des questions de sensibilité, mais moi le film Emilia Pérez, clairement je trouve que tout est raté. Enfin, les numéros musicaux, ils sont pas très bons. Il y en a un peut-être qui surnage, celui qu'on voit un peu dans les bandes annonces, avec Zoé Saldana là qui danse parmi des différentes tables avec des notables dessus. C'est le seul morceau qui surnage un petit peu. Sinon, les chansons et tout ça sont pas top. Les chorés sont pas complètement ouf. Et surtout, il y a un vrai problème sur ce truc de réversibilité qui est un petit peu folle. En fait, il y a plein de grumeaux dans ce film. On pourrait se dire c'est intéressant de mettre à côté le mélodrame, le film noir, la comédie musicale, si chacune de leurs frontières deviennent poreuses avec l'une et l'autre. Là, j'ai l'impression que non. C'est qu'on passe film noir, comédie musicale, et puis après mélodrame, c'est compartimenté. Et en fait, c'est un truc qu'on va retrouver, cette compartimentage, on va le retrouver aussi chez le personnage de la trans qui donc au début du film est un chef narco super méchant évidemment, donc avec ses sicarios et compagnie qui dégomme tout le monde, un mec à un palmarès gros comme ça en termes de mort humaine, et qui à partir du moment où il devient Emilia Pérez est super gentil. Ils vont rechercher les victimes des différents gangs et tout ça pour vraiment. Et on pourrait se dire alors qu'est-ce que c'est les options d'un scénariste là-dedans? C'est quelqu'un qui cherche sa rédemption. Éventuellement, ça aurait été Scorsese, il aurait fait ça. Il va chercher sa rédemption, je sais pas quoi. Non, chez Audiard, on passe d'un gros méchant dont on sait par son casier judiciaire qu'il est très très méchant parce qu'à l'écran ça se voit pas tant que ça, et à quelqu'un qui est très très gentil et qui fait le bien autour de lui. Mais en fait entre le premier personnage, la première identité et la deuxième, il y a zéro communication quoi. Donc l'hybridation elle marche pas, c'est du compartimentage. Et le seul moment où la digue elle pète un petit peu, c'est dans le moment mélodramatique où le personnage de Emilia Pérez est mis en danger parce qu'on va lui supprimer ses enfants qui ne savent pas que c'est son père. Et là, qu'est-ce qu'il fait quand il devient méchant? Il devient un mec. Donc elle reparle avec sa voix de mec. C'est amusant parce que les reproches que tu fais au film, c'est des reproches d'écriture plus que de mise en scène. Alors que justement, juste avant, t'expliquais que c'était un bon scénariste, que justement c'était son talent. Là, les reproches qui sont faits, c'est pas des reproches de cinéma, c'est des reproches d'écriture en fait. En fait, je pense un bon scénariste. Je corrige mes propos. Je pense que c'est quelqu'un qui est très fort pour brosser des personnages en 2 temps 3 mouvements et tout ça. C'est quelqu'un et ça recoupe aussi ses talents de metteur en scène. Un Prophète que je revoyais dernièrement, c'est incroyable comment t'as Reda Kateb qui arrive là-dedans, le mec il existe directement, Karim Leclou il arrive dans le film, il existe directement, t'as Raïm il existe, évidemment t'as l'autre acteur dont le nom va m'échapper, Nils Arestrup, il est extraordinaire. Donc t'as un truc de talent, de dialoguiste, de brossage de personnages pour créer des personnages qui est très très fort. Je pense, même quand je revois ces films, à chaque fois je me dis ça tient pas la route parce que ça passe en force avec des tas de logiques de scénario qui sont un peu trop forcées, et ça se fait souvent au détriment des personnages. Là dans Emilia Pérez c'est le pompon quoi. Voilà, ce côté de cette personnage là avec lequel on passe 1 heure. C'est pas le propos même du film. Je suis désolé, je te coupe encore. Ouais, non. Mais c'est justement vu qu'on a affaire à un personnage trans de compartimenter. Est-ce que c'est pas le propos même du film justement
non, parce que serait peut-être un peu rétrograde, mais de non, parce qu'en fait, au contraire, enfin, c'est pas un film qui se veut complètement fabulaire, on va dire. Moi, à la limite, j'aurais acheté le truc si c'était une fable, si on m'avait dit il était une fois un grand méchant dans une campagne reculée qui a décidé de devenir une femme, et il devient très très gentil, voilà. Mais le film s'inscrit quand même si c'est une comédie musicale, dans un territoire assez réaliste, avec des personnages qui commentent eux-mêmes leur propre psychologie, avec la personnage de l'avocate. De la comédie musicale aussi. Oui, mais l'avocate lui dit mais dis donc, voilà, qu'est-ce que t'es lumineuse. Enfin, ils ont des commentaires qui sont dans qui ancrent le film dans un registre d'une sorte de réalisme psychologique, qui fait que moi j'achète pas du tout le fait que, et surtout que c'est très malaisant en fait de voir que voilà, t'es une fille, t'es gentille, t'es un mec, t'es méchant, c'est un peu limite. Donc ça crée quand même des trucs vraiment très très chelou. Ce qui fait qu'en fait moi je regarde le film, alors je me fais en fait le moment où disons que l'envie de rigoler se dispute avec l'ennui, parce que j'ai trouvé vraiment que le film vraiment très fatigant visuellement, très trop riche, quoi, vraiment. Et en fait, cette sorte d'outrance que je peux acheter chez Ryan, par exemple, là, dans un cinéma indien, je l'achète complètement. On va dire que la crédibilité psychologique dans Ryan, des revirements entre les frangins et le méchant, moi j'achète. On est dans le registre de la tragédie. Il y a pas de problème. Les personnages, ils sont suffisamment schématiques. Ils sont pas en train de se faire leur psychothérapie les uns les autres autour d'un café ou d'un verre de whisky. Pas du tout, non. Donc là, dans Audiard, non. Il y a quand même un terreau aussi, parce que c'est aussi un Français qui fait du cinéma social, et il y a aussi ce truc-là. Donc en fait, moi, j'ai l'impression que l'ensemble ne tient pas du tout debout. C'est absolument grotesque. Alors après, je suis peut-être seul, parce que les gens, en général, aiment beaucoup. Il nous reste 2 minutes pour évoquer 2 films. On en avait 3 même au départ, Investigators de Doug Liman. Je voudrais juste évoquer en 1 minute 30 les 2 films dont on n'a pas parlé, juste pour vous dire que c'est pas la peine de les regarder, parce que j'ai perdu 4 heures de ma vie du coup à cause de ces 2 films. Long Legs avec Nicolas Cage, qui pourrait avoir un petit buzz de film d'horreur, parce que c'est un peu bizarre, un peu particulier. Parce que la bande-annonce c'est super. Voilà. Ne regardez pas ce film, c'est chiant et c'est nul et ça n'a aucun intérêt. Et même si je suis très amateur de Nicolas Cage, très honnêtement, on le voit très peu de toute façon. Et à la limite, il faudrait faire un montage avec les apparitions de Nicolas Cage, ça durerait 5 minutes et ça pourrait être amusant. Sinon, ça n'a aucun intérêt. Revoyez Le Silence des Agneaux, par exemple, ou autre chose, voilà. Et puis, surtout, le Maxine de Ty West, je sais pas comment on dit non plus. Donc le dernier volet de la trilogie, avec Pearl et X. J'avais pas fini X, j'ai regardé Pearl en entier. Il y a des choses pas trop mal et ça fait plaisir de voir quelqu'un soigner un peu son cinéma. Là, il se prend vraiment pour Tarantino, il essaye de refaire Once Upon a Time in Hollywood, et donc c'est les années 80, c'est des références, et on va sur le décor de Psychose, des machins comme ça. Non, ça n'a aucun intérêt, il a rien à raconter, c'est chiant, et ça n'a aucun intérêt. Voilà, c'était juste, je voulais, pendant mes 30 secondes... C'était ton anti-conseil conso. Voilà, n'allez pas perdre votre temps avec ces 2 objets, ça n'a aucun intérêt, strictement aucun intérêt, c'est une perte de temps. Comme d'écouter cette émission, vous arrivez 10 secondes quand même, parce qu'en fait on avait oublié The Trap de Shyamalan, mais je vais pas en parler parce qu'on n'a pas le temps. Mais par contre ça, c'est vraiment bien. Et alors, c'est nul, mais c'est vraiment bien parce qu'il y a un grand metteur en scène. Mais c'est Shyamalan, je suis sûr, on en reparlera. De toute façon, peut-être des trucs, on reviendra dessus, des missions de fin d'année. Merci à vous, il est malheureusement le temps de nous quitter. On a réussi à faire les 12 films dont on devait causer, je crois, mis à part justement The Instigators. Là, on est tranquille pendant 1 an, quoi. On reprend en septembre prochain. Franchement, enfin, voilà, ou en octobre prochain. On pourra faire des montages de l'émission et puis mettre des extraits de la musique pour chaque film. Merci à vous de nous avoir écoutés. Vous pouvez retrouver bien évidemment cette émission en podcast sur le site de Canal B, et puis le lien sur tous les réseaux sociaux que le docteur utilise. Merci à toi, docteur Moreau, d'utiliser des réseaux sociaux. Je suis hyper connecté. Et puis on se retrouve très bientôt pour des émissions spéciales qui nous demanderont beaucoup plus de temps de préparation, et on espère qu'on sera à la hauteur, puisque vous savez que fin septembre il y a une sortie importante qui arrive. Merci à vous, à très bientôt. Des bisous.
Bing bang! On a réussi! Bing bang? Bing bang! Tu as réussi! Vas-y, va sauver Riley! Emmène-la sur la lune pour moi, d'accord? J'essaierai, Bing Bong. Je te le promets.